Il n'y a pas que ce sujet-là qui fait l'objet de pas mal de couacs intérieurs au gouvernement, à l'équipe exécutive, mais aussi avec la majorité. Et pour se rafraîchir la mémoire, on va d'abord écouter ce petit sujet. Si vous achetez une voiture qui émet peu de CO2, vous n'avez pas de malus. Évidemment, si vous achetez une voiture, et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, eh ben, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Eh bien, à un moment, on fait payer les pollueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et la taxe sur le gaz, vous êtes favorable à une augmentation ou pas? Non, je n'y suis pas favorable. De combien vous avez besoin là pour le budget 2020? Je ne veux pas vous donner un chiffre. Ça fait l'objet des négociations que je peux avoir avec Madignon. J'ai posé comme principe d'obtenir les crédits nécessaires pour que les engagements soient respectés en termes notamment d'effectifs. Bon, ça me paraît essentiel, je vous le disais. C'est une ligne rouge pour vous. Est-ce que vous pourriez quitter le gouvernement si demain on vous disait ça sera ça et pas plus? Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement, mais j'ai eu des assurances du Premier ministre et je lui fais totale confiance. Il est tout à fait conscient de cette situation. Alors, ça frise un peu la cacophonie. Ce qui fait très mal, c'est la transition écologique là, entre Pannier-Runacher, qui est chargé précisément de ce portefeuille, et puis le ministre des Comptes publics ou de l'économie, qui lui dit « Mais non, on ne peut pas comme ça taxer à tire-larigot ». Julie, ça va être difficile, hein, parce que ce sont évidemment des ministres qui viennent d'univers différents, de sensibilités différentes. Et qui ont, on le voit aussi avec Didier Migaud, des précarés un petit peu à défendre et des légitimités à gagner sur leur secteur, des gages à donner à leur administration ou aux entreprises et autres acteurs qui sont un petit peu sous leur portefeuille. Donc on voit effectivement, là c'est des mesures budgétaires qui ont toutes été citées, une grande cacophonie. Déjà parce que effectivement c'est marier la chèvre et le chou, de toute façon, puisqu'il faut prendre des LR qui ont des intérêts, un électorat à servir, et des macronistes qui ont aussi des intérêts, des ambitions présidentielles pour certains, une certaine discipline, et aussi qui ont un bilan à défendre. Et l'un des grands bilans des macronistes, et en tout cas eux, quand on leur en parle, c'est vraiment leur ADN, ils en parlent énormément, c'est ne pas augmenter les impôts. C'était l'engagement du président de la République en 2017. Hein. Oui, c'était même de les baisser. D'ailleurs, ça a été fait entre 2017 et 2022. En 2022, ça a continué, mais beaucoup plus timidement. Et là, on voit qu'il y a un coup d'arrêt qui a été porté à cette politique qu'on a appelée la politique de l'offre, mais qui n'a pas été qu'une politique de l'offre, vu que les particuliers ont aussi beaucoup bénéficié de ces baisses d'impôts. Et donc ça, c'est un petit peu... C'est très proche du cœur du camp macroniste. C'est si on augmente les impôts, on abandonne, on détricote tout ce qu'on a fait depuis 2017. Et donc, sur le budget, évidemment, ça cristallise, on le voit. Alors, le malus auto, est-ce qu'on va augmenter sur le gaz? Et donc, il y a quelque chose, je pense, aussi de très passionnel vis-à-vis de ce budget. C'est la première fois que ça arrive de façon aussi flagrante, ces désaccords-là. Des couacs? Des couacs. Non, c'est pas la première fois. C'est même... Non, mais dans tous les sens, quoi, dans tous les domaines. Il y a eu des gouvernements par le passé où ça a pu arriver dans certaines périodes, mais là, je crois que ça dénote deux choses. D'abord, on est encore au tout début de ce gouvernement. Donc, faut mettre de l'huile. Il y a encore un peu de rodage à faire, même si le Premier ministre avait donné, je crois, des directives pour justement que ce soit un petit peu plus... les prises de parole soient un petit peu plus cadrées. Bon, pour l'instant, c'est pas encore totalement suivi des faits. Il y a peut-être aussi un défaut de professionnalisme, justement parce que ce sont les premiers pas. On voit bien aussi que la période du budget est une période très particulière et que chacun des ministres qui découvrent leur périmètre sont peut-être aussi amenés, à la suite de discussions avec l'administration, avec les chefs des différentes administrations, à défendre leur territoire, y compris en s'exprimant dans les médias, en défendant plutôt donc son périmètre et en mettant de côté la cohésion gouvernementale, qui est pourtant un principe extrêmement fort.
c'est lié aussi à la composition même du gouvernement, d'une part, et de la base parlementaire de ce gouvernement. Il y a une accumulation de divisions. Division au sein du gouvernement, division au sein même du groupe Ensemble. Je crois qu'il y a déjà 5 députés qui ont quitté le groupe. On voit se profiler la bataille pour la présidence du parti entre les deux anciens premiers ministres. Voilà. On voit aussi des divisions au sein de la Macronie, entre Horizon et puis les autres composantes. Des divisions entre Ensemble et LR. On l'a vu encore la semaine dernière avec l'épisode de la nomination d'une commission. Bref, voilà, tout ça crée beaucoup de divergences et sans doute que le gouvernement gagnerait à retrouver beaucoup plus d'unité, en tout cas à afficher une cohésion gouvernementale. Je parlais tout à l'heure, peut-être pas d'amateurisme, ce serait un petit peu trop fort, mais peut-être d'un manque de culture gouvernementale. Dans la culture des gouvernements, il y a normalement l'idée que les différends se règlent à huis clos et pas sur la place publique, sous l'arbitrage unique du Premier ministre. Alors, ce qui manque pas de sel non plus, Jacques-Olivier Martin, c'est de voir Didier Migaud, ancien président de la Cour des comptes, qui serrait le kiki de tous les gouvernements quand il y était, et qui là dit « moi, j'en ai pas assez à la chancellerie ». Oui, c'est à mon avis une illustration de ce que vous venez de dire. C'est un gouvernement de faux frères, de faux alliés, de faux amis, de tout ce qu'on veut. Un gouvernement de division. Chacun joue sa partition. Alors peut-être qu'il le fait dans l'intérêt général de son ministère, je ne le conteste pas, mais j'ai le sentiment que dans un gouvernement sans division, alors moi j'ai moins d'expérience que vous, mais généralement même quand il y avait des cohabitations, il y avait un parti ou plusieurs partis, mais qui étaient vraiment ensemble et unis, donc il n'y avait pas ce genre de division structurelle. Quand c'était une majorité très claire, comme on a pu l'avoir au cours du premier quinquennat, il n'y avait pas de... Enfin, il pouvait y avoir des couacs en fin de parcours à des moments ou à un autre, mais on était unis au départ. Là, c'est un alliage là encore, d'un plus petit commun dénominateur, et encore, ils sont très divergents. Donc voilà, c'est le résultat de ça. Moi, je suis très pessimiste. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on a à peine démarré. On n'a pas encore mis le budget devant la représentation nationale. Et ils sont déjà en train de se déchirer. Enfin, c'est très inquiétant. Oui, pardon. Non, allez-y, Richard. J'allais dire, c'est sûr que ça contrevient au principe de solidarité gouvernementale, ce qu'on appelle solidarité gouvernementale ou solidarité ministérielle, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable, pardon, mais en disant que ces pauvres ministres, ils ont eu 3 semaines pour préparer ce budget. Or, un gouvernement, normalement, il passe 1 an à préparer un budget. Donc, cet amateurisme, il est aussi la conséquence de... C'est ce que je crois que Michel Barnier a dit la semaine dernière. Il a dit, vous vous rendez compte, voilà, j'ai eu 3 semaines pour préparer un budget. Donc évidemment, il y avait l'héritage des autres administrations et des autres ministres, mais on a envie d'imprimer sa marque. Le budget, c'est vraiment un moment, c'est même pas d'ailleurs un moment, ça émane toute l'année pour les ministères et les administrations. Donc je comprends qu'il y ait, notamment de la part de Didier Migaud, qui est numéro 1 du gouvernement, qui a été présenté comme un poids lourd politique, que personne ne connaissait, mais qui était un poids lourd. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il était présenté par les magistrats, notamment. Parce qu'il vient de la gauche. Et c'est le seul. Il vient vraiment de la gauche. Mais il est bien obligé de défendre son Marocain et puis les administrations. Et c'est vrai que c'est le service public qui est le plus mal aimé des Français, dans tous les sondages. C'est la justice. Et c'est un... Alors, en plus, il est à la tête d'un portefeuille qui a quand même largement grossi, puisqu'il était de quelques 7 milliards d'euros, je crois, il y a 5 ans ou 6 ans. Et là, il va friser, il va dépasser les 10 milliards. 10,26. Sachant qu'il y a beaucoup de cet argent qui va à l'administration pénitentiaire. Après, ce qu'il faut noter, c'est que ce ne sont pas des coupes budgétaires sèches qu'on demande à Didier Migaud. L'année dernière, c'était 10,1. Là, ce serait 10,2 selon la lettre plafond dont il parle dans l'extrait. En fait, c'est une baisse par rapport à l'augmentation due, ou en tout cas prévue dans la loi de programmation budgétaire de la justice. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par les mots. Là, il y a une petite astuce de communication en disant « on me coupe un demi-milliard, voyez-vous ». Non, on augmente le budget de la justice de 100 millions. Après, effectivement, vis-à-vis de l'inflation, ça ne permet pas de combler l'inflation, mais il y a quand même une augmentation nette.